Le 27 octobre 2023 est sorti le tout premier film Five Nights at Freddy's, et ce film a été un immense succès au box-office, avec 300 millions de dollars au total, dépassant des films comme Paranormal Activity premier du nom, Shining, Blair Witch ou encore Annabelle, en se plaçant même à la 18e place du classement des films d'horreur les plus rentables de l'histoire, et battant énormément d'autres records. Avec un succès pareil, il était évident que Blumhouse allait réaliser la suite de ce film, sachant que le contrat de base signé par Scott était une trilogie. Et donc, le 3 décembre 2025 est sorti en France, en Belgique et en Suisse le film Five Nights at Freddy's 2, et le 5 décembre dans le reste du monde. Et tout comme le premier, ce deuxième opus sera également un énorme succès. Parlons donc de ce deuxième film, voici Five Nights at Freddy's 2. L'histoire de ce deuxième film commence de manière bien moins chaotique que celle du premier, qui aura pris, je le rappelle, 7 ans pour trouver un studio et 2 années supplémentaires pour écrire un script satisfaisant. Et en réalité, même si Blumhouse n'a confirmé que plusieurs mois après la sortie du premier film la réalisation de ce deuxième opus, en réalité, Scott, lui, bossait déjà sur le script du deuxième. Et surtout, Jim Henson Company, eux, étaient déjà en train de travailler sur les costumes et les animatroniques du deuxième film, notamment les Toys et les Wizards. Et c'est d'ailleurs avec une image d'une maquette miniature de Mengele que Jason Blum et Blumhouse annonceront officiellement la réalisation de cette suite. Avec 300 millions d'euros de box-office pour un film avec un budget de seulement 25 millions d'euros, une suite était une évidence, et Blumhouse l'avait très bien compris, puisqu'en réalité, même avant la sortie du premier film, il préparait déjà le deuxième film. Il savait que ce film allait être un carton complet. Et encore aujourd'hui, le premier film FNAF est le plus gros succès de l'histoire de Blumhouse. Le tournage du deuxième film commencera fin octobre 2024 et se terminera fin janvier 2025, pour un total de 3 mois de tournage, soit un mois de plus entier que pour le premier opus. Puis le montage du film commencera et nous apportera les premiers teasers puis trailers jusqu'à la sortie définitive du film en salle le 3 décembre 2025 en France, en Suisse et en Belgique, et le 5 décembre dans le reste du monde. Passons donc maintenant à mon avis complet sur ce deuxième film. Premièrement, au niveau du design des animatroniques, des costumes et des décors des lieux. Et bien évidemment, au niveau des animatroniques, il n'y a absolument rien à dire. Encore une fois, Jim Henson Company ont fait un boulot monstrueux. Tous les costumes et animatroniques sont magnifiques et sont surtout game accurate à 100%. Surtout quand on connaît la complexité d'animatroniques comme les Wizards ou Mengele qui sont complètement détruits, il faut donc leur donner une apparence détruite tout en les rendant fonctionnels et surtout portable par un humain dans le cas des Wizards, et contrôlable à distance comme Mengele qui est un animatronique, tout comme Foxy du premier film et Wizard Foxy. Les toys animatroniques également sont très bien réalisés et pareil, sont identiques à leurs modèles qui sont dans les jeux, et en même temps c'est normal puisque Jim Henson a travaillé avec les renders officiels de Scott. Et bien évidemment mention spéciale pour les 3 animatroniques qui sont selon moi les mieux réalisés, à savoir Mengele qui a dû être un enfer à construire et à contrôler, je m'en doute, c'est peut-être pour ça qu'elle apparaît pas tant que ça dans le film. Deuxième, on a la Puppet qui est appelée la marionnette dans les films et qui est vraiment elle aussi game accurate à 100%, c'est vraiment le même design. Et dans la matière dans laquelle elle a été fabriquée ou dans la manière de se déplacer, on ressent vraiment que c'est une vraie marionnette qui est contrôlée par des fils pour la faire bouger. Et surtout Circus Baby qui n'apparaît que pour un tout petit caméo slash référence d'à peine 10 secondes, mais qui, quand on voit les photos behind the scene d'elle qui ont été révélées, est elle aussi sublime, encore une fois, identique au modèle des jeux et surtout identique au point d'avoir le même poids et la même taille. Elle fait plus de 2 mètres et elle pèse plus de 200 kg. Puis bon, c'est bien aussi de mentionner Balloon Boy qui est identique au jeu également, mais bon, vu qu'il se fait détruire très vite dans le film, on va pas plus parler de lui que ça. Et au niveau des décors des lieux, c'est très bien aussi, hein. On retrouve la pizzeria du premier film, cette fois-ci complètement détruite, et on la voit très peu, mais on a toujours la devanture et l'intérieur qui du coup sont plus ou moins repris du premier film. Et pour la deuxième pizzeria, c'est très très beau, hein, que ce soit la devanture avec le sigle, l'intérieur de la pizzeria, ou les pièces comme par exemple la salle de la Puppet avec tous les rouages sur les côtés et le gros paquet cadeau au centre. Ils ont vraiment encore une fois mis le paquet sur les décors, ils se sont clairement pas moqués de nous. Il y a énormément de détails dans la deuxième pizzeria. La scène avec les toys animatroniques, la trappe qui permet à la Puppet de remonter quand elle sort de son paquet cadeau en dessous de la scène, le carrousel qui fait référence au design de la pizzeria du jeu FNAF 2,
le bateau pirate dans la piscine à boules, et surtout une addition qui n'est pas dans les jeux, la balade en bateau tout autour de la pizzeria dans une petite rivière. Et je vais pas trop parler des autres décors comme les décors en extérieur comme la fête du Fast Fest, les moments dans l'école ou les moments dans la maison de Mike, parce que ça pour le coup c'est des décors assez classiques, ils ont juste utilisé des bâtiments qui étaient déjà destinés à cette utilisation et ils ont tourné à l'intérieur. Au niveau de l'ambiance, de l'horreur et de la violence du film, pareil, c'est un gros step-up par rapport au premier film. Alors attention, effectivement, on n'est pas non plus au niveau d'un Conjuring ou d'un Sinister, mais c'est déjà largement mieux niveau horreur. On a plus de moments horrifiques et plus de moments de tension et surtout beaucoup plus de jumpscares parce que encore une fois, même si je sais que les jumpscares ça ne plaît pas à tout le monde, bah mine de rien, l'essence de FNAF c'est les jumpscares. Si tu te rates et que tu meurs, tu te prends un jumpscare. Donc pour moi, un film FNAF sans jumpscare, c'est pas vraiment un film FNAF. Et niveau horreur, ambiance horrifique et pesante, on a certaines scènes qui m'ont vraiment plu. On a notamment la scène d'intro dans laquelle Charlotte se rend dans les arrière-salles de la pizzeria pour sauver le garçon qu'elle a vu William kidnapper, et dans la séquence super bien réalisée dans laquelle Charlotte essaye de s'enfuir en courant avec le garçon dans ses bras, on voit William Afton derrière dans son costume de Spring Bonnie. Et plus William Afton s'approche d'elle avec son couteau en l'air, plus le montage devient saccadé et erratique, plus les bruits de pas de William Afton se font de plus en plus lourds et de plus en plus bruyants, jusqu'au moment où William est quasiment collé à Charlotte. Mais il ne nous montre pas le moment où Charlotte se fait poignarder, puisque vous le savez, mais au cinéma, c'est très difficile de montrer des enfants être victimes de violences de ce type. Et la deuxième scène qui est vraiment bien réalisée, c'est la scène des enquêteurs paranormaux qui se rendent dans la pizzeria du deuxième film avec Michael Afton, même si à ce moment-là, on sait juste qu'il s'appelle Mike. C'est, je trouve, de loin la meilleure scène du film en termes de tension, d'ambiance horrifique et d'horreur tout court. Durant tout le long de la scène, on sent que l'ambiance devient de plus en plus pesante et de plus en plus lourde et qu'il se trame quelque chose en fond, pour au final arriver au moment où tout se déclenche. Les mini-puppets qui tuent le premier membre dans la rivière, Mengele qui attrape le caméraman et qui le tue en le démembrant, d'ailleurs on a une scène où on voit ses membres tomber un par un au sol via sa caméra, et la puppet qui attaque Lisa pour prendre possession de son corps. C'est d'ailleurs les deux scènes les plus violentes du film pour ceux qui voulaient du gore et de la violence, même si encore une fois, il n'y a vraiment pas besoin de gore ou de violence dans FNAF, puisque FNAF, encore une fois, n'a jamais été gore, puisque la violence dans FNAF, c'est uniquement en sous-texte. Donc on a cette scène où Mengele attaque et démembre le caméraman, et la scène de body horror dans laquelle la puppet rentre dans Lisa et tord son corps dans tous les sens pour au final prendre possession complète de son corps. Et en parlant d'horreur, mention spéciale pour le design de Abby lorsqu'elle est possédée par la marionnette, parce que franchement ce design est cauchemardesque et c'est de loin le design le plus flippant du film. Franchement c'est super bien réussi. Donc de manière générale on a plus d'horreur et de moments de tension et de stress, pas énormément de violence parce que ce n'est pas l'essence de FNAF, et plus de jumpscares qui font référence au principe même de FNAF. On est encore très loin d'un film vraiment terrifiant, mais c'est déjà un step-up et c'est prometteur s'ils augmentent encore le niveau d'horreur pour le troisième film. Au niveau de l'histoire, du scénario et du développement des personnages. Bon déjà l'histoire suit celle du premier film, on sait que le premier film se passait en 2000 et ce second film se passe en 2003, donc 3 ans après la fin du premier opus. On y retrouve tous nos personnages, Mike, Abby, Vanessa, Jeremiah, etc. Bon l'histoire et le scénario ne sont pas transcendants, c'est pas Inception non plus, par contre il y a beaucoup trop de choses qui partent un petit peu dans tous les sens et même certaines incohérences. On nous apprend sorti de nulle part qu'il y avait une première pizzeria avant celle qu'on connaissait entière qui est immense avec des prototypes, c'est comme ça que sont appelés les wizards, des toys et une marionnette alors qu'on n'en avait jamais entendu parler avant. Pareil, on n'avait jamais entendu parler de Charlotte, cette fameuse première victime de William. On a sorti nulle part Henry Emily qui se révèle être l'ancien collaborateur de William Afton à l'époque de cette première pizzeria. On a un Michael Afton lui aussi sorti de nulle part qui s'avère être le fils de William Afton, alors que dans le premier film on nous faisait plus ou moins comprendre que Vanessa était le seul enfant de William. Donc de manière générale on a beaucoup trop d'éléments d'intrigue et de nouveaux personnages qui sont introduits un peu sortis de nulle part et de manière beaucoup trop rapide. Par exemple Henry Emily, il a le droit aller à quoi ? À 2 minutes 30, 3 minutes dans le film, et après on n'entend plus du tout parler de lui. Pour apprendre que c'est un ancien collaborateur de William Afton, il faut attendre la fin des crédits. Et Michael Afton, pareil, il sort un petit peu de nulle part en tant qu'antagoniste, complètement différent de ce qu'il est dans les jeux, mais on ne sait pas pourquoi il est comme ça. Qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir continuer les agissements de son père ? Qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir attirer des gens pour les tuer dans l'ancienne pizzeria ? Il faut qu'on comprenne lui aussi pourquoi il est devenu comme ça. Les deux personnages selon moi sur lesquels on a vraiment du développement, c'est Vanessa et William Afton. William Afton, on le voit dans quelques scènes flashback même s'il a vraiment pas beaucoup de temps d'écran, mais on comprend comment il se comportait avec ses enfants, en particulier Vanessa qui était selon ses dires sa préférée, et le fait qu'il avait un atelier chez lui sur lequel il travaillait sur les projets du restaurant, mais aussi des projets personnels comme Circus Baby, qui ici
est mise dans le film de manière étrange, on sait pas trop à quoi elle sert, quelle est son utilité, pourquoi William l'a construit et pourquoi elle est aussi high-tech et aussi différente des animatroniques des pizzerias, en espérant qu'on apprenne à quoi elle sert dans le troisième film. Et du coup, Vanessa, qui également est bien développée, elle sort du coma et elle apprend à faire face au traumatisme que lui a causé son père. Elle a énormément de visions de son père, peu importe où elle est, même quand elle est au sport. On a une scène par exemple où William Afton apparaît lorsqu'elle est en train de faire du vélo. Et ensuite, on a les scènes où elle décide de confronter son père en essayant de se replonger, comme l'avait fait Mike dans le premier film, dans ses rêves pour confronter sa peur, affronter son père une bonne fois pour toutes et passer au-dessus de ce traumatisme. Et ensuite, au contraire des intrigues qui sont rajoutées sorties de nulle part, on a des intrigues qui sont complètement oubliées. Par exemple, Garrett, le petit frère de Mike, il est complètement oublié de l'histoire. Il n'est mentionné qu'une seule fois, alors que c'était lui le point central du premier film. Au final, Garrett n'est dans aucun animatronique du deuxième, pas de Balloon Boy, pas de Wizard, pas de Toy, et la puppette qu'on avait théorisée comme étant Garrett, c'est en réalité Charlotte, la fille d'Henry. Donc pour moi, la dernière possibilité qui reste pour Garrett, c'est Circus Baby. Ce serait vraiment bizarre que Garrett ne possède personne alors que c'est littéralement l'intrigue principale du premier film. Où est Garrett? Pareil pour les animatroniques du premier film et les enfants qui les possèdent. On les revoit très rapidement à la fin et concernant les enfants qui les possèdent, on ne revoit que le petit qui possède Golden Freddy alors qu'on ne voit pas Golden Freddy de tout le film. Bon, malgré tout, la fin c'est quand même bien trouvé. En gros, les animatroniques du premier film sont désactivés et le petit enfant, que j'appelle personnellement Cassidy parce que c'est celui qui possède Golden Freddy, se matérialise devant Mike et lui explique que maintenant qu'ils sont désactivés, ils ne peuvent plus protéger la pizzeria. Et donc William Afton n'est plus retenu prisonnier de la pizzeria et retenu prisonnier par les âmes des enfants. Et donc il va pouvoir se réactiver et revenir sous la forme de Springtrap. Effectivement, dans la scène post-générique, on voit Springtrap se rallumer et on comprend qu'il va plus ou moins être emmené dans une attraction de type Fazbear Fright par les 3 personnes qui se rendent dans la pizzeria pour embarquer un petit peu tout ce qu'ils peuvent trouver avant sa destruction. Et c'est comme ça que l'intrigue du troisième film est rapidement mise en place via la scène post-générique pour nous expliquer qu'est-ce qui se passera et qui sera la menace principale dans le prochain film, qui normalement est censé être le dernier de la trilogie. Au niveau du lore, c'est-à-dire réponse aux questions et nouvelles questions qui sont posées. Et malheureusement, on n'a aucune réponse aux grosses questions du premier film, et on a même des questions qui se sont rajoutées. Comme question du premier film, par exemple, j'attendais à ce qu'on nous dise où est Garrett, dans quel animatronique il est, parce que c'est pas possible qu'ils en aient fait un point central d'une intrigue pour le jeter à la poubelle dans le deuxième film. William Afton, pareil, on sait toujours pas pourquoi il a commencé à tuer des enfants. Est-ce que c'est juste parce qu'il était fou, parce qu'il avait une soif de sang, ou est-ce que c'était pour autre chose, pour faire des expériences, un peu comme dans les jeux où il essayait de manipuler le Remnant? Ça pareil, on n'a aucune réponse sur pourquoi William a commencé à tuer des enfants. Et en plus de ça, on a des questions qui se sont rajoutées. Quelle était l'implication de Henry Emily dans les activités de Fazbear Entertainment au début? Pourquoi Michael Afton est complètement fou et souhaite faire perdurer les crimes de son père en tuant des personnes en les attirant dans la deuxième pizzeria? Et à quoi sert Circus Baby? Pourquoi un animatronique aussi différent de ce qu'on a vu dans les 2 premiers films se trouve dans l'atelier de William Afton, directement chez lui. Parce qu'en plus, ce truc-là, ça se voit que ça va être difficile à transporter en dehors de chez lui. Question aussi à quel point était puissante la franchise Fazbear Entertainment, puisque ça fait quand même déjà 2 restaurants différents, dont le premier restaurant qui était quand même assez balèze en termes de superficie, de taille et de détails à l'intérieur. Bref, aucune réponse sérieuse aux questions du premier film, et 2 nouvelles questions qui ont été rajoutées et auxquelles le deuxième film n'a pas répondu, en espérant que le troisième film mette au clair toutes ces questions et qu'il ne laisse pas de zone d'ombre dans le scénario. Au niveau du fanservice et des références, là par contre, je peux rien dire. On a été servi, largement servi. Je vais toutes les citer dans la partie suivante de la vidéo, mais ne serait-ce que des références aux jeux de la FFI, Circus Baby ou Shadow Bonnie qui apparaît. Vraiment, il y a du paquet qui a été mis sur les références. Il y a même plus de références au jeu dans ce deuxième film qu'il n'y en avait dans le premier, qui était déjà bien rempli lui aussi. Et le fanservice passe aussi par le fait que les animatroniques sont identiques à leur modèle dans les jeux, et qu'on a aussi plus de personnages des jeux qui arrivent dans le film, avec Michael Afton, Charlotte Emily et Henry Emily. Au final, pour mon avis global sur ce film, je dirais que c'est un très bon film FNAF, mais un film d'horreur qui reste encore assez moyen. Malgré de très bonnes améliorations et de très bonnes scènes de tension et d'horreur, on n'est pas encore au niveau d'un film qui fait vraiment peur. Mais malgré tout, ça reste un très bon film que j'ai vraiment aimé regarder et qui est un gros step-up par rapport au premier film, que ce soit au niveau des animatroniques et de leur design et du nombre, les décors des lieux, et en même temps on s'en doute puisqu'il y a eu un budget beaucoup plus conséquent que pour le premier film, ce qui fait que j'accorde à ce film la note de 19 sur 20 en tant que film adapté de Five Nights at Freddy's, qui est une excellente note. Plus qu'à espérer maintenant que le troisième film aura une note aussi élevée que ses 2 prédécesseurs, puisque bien évidemment quand il sera sorti, je serai là également pour le débriefer en vidéo.
Ce film est rempli de secrets, d'easter eggs et de références à la licence FNAF, beaucoup plus que le premier, voici donc tout ce qu'il y avait à remarquer. Les deux fangames de la FFI Five Nights at Candy's et Pop Goes apparaissent sur les bornes d'arcade au tout début dans la scène d'introduction. Le van des chasseurs de fantômes est une référence au van qu'utilise Arnold dans Secret of the Mimic, c'est exactement le même modèle. La musique de la boîte de la marionnette est la même que celle des jeux, et les attaques de la marionnette sur Lisa et Abby sont une réplique du jumpscare de FNAF 2. La référence qui selon moi était la plus difficile à louper mais qui est aussi la plus folle de tout le film, Circus Baby dans l'atelier de William Afton. Dans les décombres de la pizzeria du premier film, on peut trouver une fausse peluche de Freddy qui fait référence aux faux produits FNAF que l'on peut trouver sur les sites comme Amazon et AliExpress. Et lorsque Mike appuie dessus, le son que fait la peluche est une référence à un mème très connu dans la communauté FNAF. Oh. Maybe not. Et ça m'a fait beaucoup rire de voir que Scott a pensé à mettre cette petite référence dans le film qui est clairement une référence créée par la commu de toute pièce. Nous avons une scène dans laquelle Toy Chica perd son bec en entrant dans le taxi. Alors ça, je ne sais pas si c'est une référence volontaire ou si ça a été fait sans le vouloir, mais la scène où le prof est de profil dans les couloirs de l'école, c'est possiblement une référence au mème de Edwin Murray dans la chanson Secret of the Mimic que vous connaissez très bien, un extrait très rapide. Voilà, c'était un extrait très rapide. On peut voir qu'il a la même pose que Edwin Murray lorsqu'il est de profil. Est-ce que c'est une référence volontaire ou non intentionnelle? Je ne sais pas, mais en tout cas, je la place ici quand même. Nous avons une référence à Security Breach lorsque Toy Chica détecte Mike dans la pizzeria avec la phrase Security Breach qui s'affiche. Dans la nouvelle pizzeria que nous découvrons dans ce second film, nous avons les Paper Poles qui sont sur les murs et nous avons aussi le carrousel qui est présent, mais avec un design complet comparé à FNAF 2 où le design du carrousel n'a jamais été terminé par Scott. Nous avons une vraie séquence de gameplay fidèle à FNAF 2 durant le film, avec toutes les mécaniques de FNAF 2, Balloon Boy qui vient pour vous embêter, des animatroniques qui passent par les ventilations comme Wizard Bonnie même si effectivement dans les jeux ils ne passent pas par les vents, Wizard Chica et Wizard Freddy qui peuvent être contrés grâce au masque de Freddy, d'ailleurs Wizard Freddy reproduit sa pose iconique qu'il a dans les jeux lors de cette scène, et bien évidemment tout comme dans les jeux, Foxy est le seul à ne pas se faire berner par le masque de Freddy. Et d'ailleurs, le bureau de Mike et le couloir en face sont des copies conformes du décor de FNAF 2. Le bureau est exactement le même avec le PC, les vents sur les murs, les télés sur les côtés, même les gros boutons light, franchement, tout a été respecté à la perfection. C'est comme si on était en train de jouer à FNAF dans la vie réelle. Sur le PC de ce bureau est d'ailleurs disponible une option appelée Audio Lourd, qui est une référence au système de leurre audio qui sont utilisables dans FNAF 3 et Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. D'ailleurs, juste avant cette séquence de gameplay, on peut voir très rapidement et de manière très furtive Shadow Bonnie apparaître, mais encore une fois c'est très rapide et c'est très facile de le louper lors de son premier visionnage. Encore une référence sur le PC de ce poste de sécurité qui est une référence qui est très discrète et donc très facile à rater, c'est un post-it avec dessus la phrase You can't écrit. Ce message You can't est une référence à la phrase affichée si vous vous faites attraper par le Purple Guy lors du mini-jeu Save Them de FNAF 2. Alors ça pareil, je ne sais pas si c'est volontaire, mais la scène où Mangle attaque la voiture de Vanessa et brise la vitre fait beaucoup écho selon moi à la scène de Secret of the Mimic dans laquelle le Mimic brise la vitre du van d'Arnold de la même manière. Il arrive par le dessus, il le brise de la même manière, donc pour moi c'est possiblement une référence volontaire de la part des équipes de Blumhouse et de Scott. Nous avons 8-Bit Ryan, Razbowski, Daoko et Kevin Foster qui sont en caméo dans le film durant les scènes au Phase Fest. C'est très facile de les rater car ils passent en fond dans le flou de l'image, mais grâce à leur vlog, on a pu voir la scène plus clairement. Lorsque la puppette se cache à l'intérieur du costume de Toy Chica, c'est possiblement une référence au principe de Lefty dans Pizzeria Simulator dans lequel se trouve la puppette. Nous avons Doug, l'avocat du premier film, qui apparaît rapidement en tant que petit caméo. Encore une fois, une référence qui était très difficile à rater, mais nous avons un Michael Afton dans le film, frère de Vanessa et fils de William, mais qui ici est beaucoup plus présenté comme un antagoniste comparé au Michael des jeux. La scène de fin du film où les animatroniques originaux attaquent les toys est une référence au livre The Twisted One, dans laquelle les modèles des animatroniques classiques attaquent leur version Twisted pour protéger les protagonistes. Encore une référence à la communauté à la fin, puisque la musique utilisée pour les crédits de fin est tout simplement la musique de The Living Tombstone pour FNAF 2, It's Been So Long, tout comme le fait qu'ils avaient utilisé la musique de FNAF 1 pour le premier film FNAF. La phrase We found one, a real one est utilisée lors de la scène post-crédit, faisant référence à la phrase du Phone Dude lorsqu'il trouve Springtrap dans FNAF 3. Bien évidemment, ça marche moins en VF, c'est beaucoup plus remarquable en VO. Et d'ailleurs, dans cette scène post-crédit, nous avons Springtrap qui apparaît à la fin. Très rapidement et très peu visible à cause de l'obscurité,
mais il apparaît quand même, c'est une très bonne mise en abîme pour son arrivée dans le troisième film FNAF. Et à la toute fin des crédits, nous avons un appel de Henry Emily qui révèle être l'ancien associé de William Afton. Et c'était également un appel qui fait référence au Phone Guy, notamment l'appel où il meurt après, surtout dans la manière qu'a Henry Emily de s'exprimer. Et tout comme le Phone Guy, à la fin, il se fait attaquer. On ne sait pas s'il meurt ou s'il survivra à cette attaque, mais en tout cas, c'est tout ce qu'on entend venant de son appel. Et même si ce n'est pas remarquable en VF, en VO, nous avons beaucoup d'autres références dans le film qui font référence à des répliques des jeux. Nous avons par exemple Charlotte qui dit à Vanessa I don't hate you, but you need to get out of my way, qui est une phrase que la puppet peut prononcer dans Ultimate Custom Night après qu'elle vous ait tué. I don't hate you, but you need to stay out of my way. Et lors de la visite de la pizzeria avec les enquêteurs paranormaux, Michael prononcera la phrase « Kids can be so heartless ». Il le dit en parlant de Mangel, ce qui fait donc directement référence à la phrase qui présente Mangel dans FNAF World, à savoir « Kids can be so cruel ». Et je sais qu'il y en a qui vont le mentionner, mais non, Shadow Freddy et Vanny ne sont pas dans ce deuxième film FNAF 1. Pour Vanny, il faut savoir que des gens pensent voir le masque de Vanny dans le fond de certaines scènes, mais en réalité, c'est juste un masque de Mangel avec un rétroéclairage violet. Et pour Shadow Freddy, par contre, c'est tout simplement un photomontage. C'est quelqu'un qui a pris une scène qui est vraiment dans le film et qui a rajouté Shadow Freddy de manière discrète dans l'obscurité via Photoshop ou je ne sais pas quoi. Donc là pour le coup c'est juste du mensonge. Mais je vous invite à aller voir ma vidéo YouTube ou TikTok sur ce sujet pour avoir plus d'explications et de détails. Et donc c'était prévisible, mais tout comme le premier film FNAF, ce deuxième opus est un énorme succès au box-office, malgré beaucoup d'articles de presse qui lui avaient prévu un très mauvais démarrage. Avec déjà 30 millions de dollars de box-office le tout premier jour de sa sortie seulement aux USA, ce qui est donc très proche des chiffres du premier film qui avait fait 40 millions son premier jour de sortie aux US. Et pour son premier week-end, il récoltera 63 milliards de dollars aux USA et 46 millions de dollars dans les autres pays à l'international pour un total de 109 milliards rien que pendant son week-end d'ouverture. Très loin donc des prédictions de la presse qui avait annoncé un premier week-end à 40 millions de dollars. Et avec un budget situé entre 36 millions et 50 millions de dollars, le film était déjà plus que rentable dès les 2 premiers jours de sortie. Il réalisera le deuxième meilleur démarrage de l'année 2025 pour un film d'horreur derrière le numéro 1 bien évidemment, Conjuring 4, l'heure du jugement. Et il réalisera également le meilleur démarrage de l'histoire pour un film d'horreur sorti au mois de décembre. En France, il générera quasiment 2 millions d'euros, 1,8 pour être précis, en seulement 5 jours. Et le film FNAF 2 restera même le film numéro 1 dans les salles de cinéma internationales pendant 3 semaines consécutives, alors qu'à côté, il y avait de sérieux concurrents comme Zootopie 2 qui était en salle au même moment. Le 21 décembre, donc moins d'un mois après sa sortie, le film dépassera la barre des 200 millions de dollars de box-office, et le box-office final du film FNAF après sa fin de diffusion dans les cinémas en février est de 239 millions de dollars, explosant encore une fois tous les scores, toutes les prédictions et son budget initial. Et il se placera même à la 28e position des plus gros films d'horreur en termes de box-office de l'histoire, se plaçant au-dessus de très gros films comme Conjuring 3 ou Annabelle 3. Ce deuxième opus fera même partie de la liste des films éligibles aux Oscars de l'année 2025 dans la catégorie meilleur film, ce que le premier, lui, n'avait pas réussi à faire. Le film FNAF 2 battra également un record qui était jusque-là détenu par le tout premier film FNAF, à savoir la plus grande différence de notes entre les avis de la presse et les avis du public sur le site Rotten Tomato, avec un score de 16% pour plus de 125 avis de la presse, contre un score de 84% pour plus de 5000 avis de spectateurs. En conclusion, le second film fera tout de même moins bien que le premier film, et c'est toujours normal pour une suite de faire moins, on est passé de 300 millions de box-office à 239 millions, mais au final, il dépassera largement toutes les prédictions qui avaient été faites, même moi je lui avais prédit moins de box-office, il rentabilisera le budget du film, et au final, il aura assez de succès pour qu'un troisième film puisse voir le jour. Mais vous allez très vite le comprendre, le succès n'a pas été au rendez-vous chez tout le monde, avec certains fans qui ont été déçus, et la presse qui a encore plus allumé ce deuxième film que le premier. Alors c'est Light du futur, très petit message très rapide concernant cette partie de la vidéo, c'est-à-dire toute la partie sur les critiques de la presse et les critiques des fans. Je m'excuse d'avance pour tous les petits moments où le son a l'air de sauter etc, mais en réalité il y avait énormément de gros bruits parasites pendant ce tournage, des bruits de travaux et des bruits venant du grenier de mes voisins, donc j'ai essayé de les cacher au maximum pour que ce soit le plus agréable à écouter pour vous, mais du coup il y a beaucoup de moments où le son saute parce que la suppression de bruit a fait énormément de mal au fichier audio, donc encore une fois j'ai coupé au maximum les moments où ça saute, mais
mais excusez-moi si certains moments ça peut paraître un petit peu désagréable, c'est pas souvent, et j'ai fait mon maximum pour le cacher. Voilà, bonne fin de vidéo. En effet, vous vous en souvenez sûrement, mais le premier film n'avait déjà pas plu à la presse du tout, comparé au public qui l'avait beaucoup apprécié. Mais ce deuxième film s'est fait encore plus détruire par les avis de la presse que le premier film qui avait déjà pris extrêmement cher. Voici tout ce qui a pu être dit par pas mal de gros médias de cinéma sur internet. The Hollywood Handle, une suite qui n'aurait jamais dû être réalisée et qui est globalement catastrophique. Pas grand chose à attendre de ce film. Discussing Film. Five Nights at Freddy's 2 n'est rien de plus qu'une tentative cynique de faire du profit sans exploiter les impressionnants animatroniques. Les fans méritent mieux. Variety. Les animatroniques tueurs sont de retour et la réalisation bâclée aussi. Découvrez cette suite lamentable du film à succès de 2023. Et on notera également la bonne grosse pique irrespectueuse dans l'article qui a été écrit traitant la communauté de fans de FNAF de Underage Video Game Freaks, qui se traduirait plus ou moins en français comme des personnes très jeunes et rendues complètement débiles par les jeux vidéo. Encore une fois donc, merci la presse. IGN. Five Nights at Freddy's 2 est une suite minimaliste. Tout y manque d'enthousiasme. 3 sur 10. FNAF 2 donne une mauvaise image aux suites, aux adaptations de jeux vidéo et aux films d'horreur en général. Vous l'avez donc compris, encore une fois, la presse n'a vraiment apprécié ce film là où le succès s'est beaucoup plus fait ressentir encore une fois du côté du public. Et de toute manière, comme Scott ou Jason Blum ont déjà pu le dire, ce qui compte c'est l'avis des fans et du public et absolument pas les avis de la presse. Passons maintenant aux critiques que j'ai pu voir passer le plus souvent sur internet de la part cette fois-ci des spectateurs et des fans de la série. Je vais répondre aux critiques les plus récurrentes et dire si je suis d'accord ou non avec ces critiques. Premièrement, le film ne fait pas peur et n'est pas assez violent. Alors premièrement, effectivement, le film ne fait pas peur au niveau d'un Conjuring ou quoi que ce soit, mais il fait quand même peur. Comme je l'ai dit, il y a des scènes qui sont très bien réalisées, notamment la scène des enquêteurs paranormaux, et pas mal de jumpscares assez bien timés, et d'autres qui sont en réalité assez prévisibles. Par contre, pour la violence, je ne suis pas d'accord. Comme je l'ai dit, la violence dans FNAF, ce n'est que en sous-texte. Faut savoir que le gore, la définition du gore dans le dictionnaire, c'est quelque chose de visuel, et l'horreur dans FNAF n'a jamais été visuelle. Du moins, la violence dans FNAF n'a jamais été visuelle. On voit jamais les enfants se faire tuer et se faire foutre dans les animatroniques par William. La scène des Springlocks, c'est en pixels avec des pixels rouges pour représenter le sang. Et la morsure de 83, pareil, c'est des pixels. Pareil pour la mort de Charlotte ou les cadavres d'enfants, c'est toujours représenté par des petits personnages en pixels gris avec des larmes. Donc FNAF n'a jamais été violent et ne sera jamais violent. Il y a quand même des petits ajouts de moments gore, comme dans le premier film, Max qui se fait couper en deux, la scène des Springlocks ou le visage de Carl qui s'est fait déchiqueter par le cupcake. Et dans le deuxième film, on a la scène avec les explorateurs paranormaux dans la pizzeria où le caméraman se fait démembrer par Mangle et on voit bien tous ses membres tomber au sol, et la scène de body horror dans laquelle la puppette tord le corps de Lisa dans tous les sens. Donc il y a de la violence, juste ce qu'il faut. Deuxième critique, le film ne suit pas le lore des jeux et le défigure même. Alors encore une fois, même si je le fais tout le temps, c'est bon de le rappeler, les jeux n'ont pas la même timeline que les livres et les films. Chaque série a sa propre timeline. Les jeux ont leur propre histoire, les livres ont leur propre histoire, et les films ont leur propre histoire et n'interviennent absolument pas entre eux. C'est pas parce que dans les jeux Michael est le protagoniste de pas mal de jeux et qu'il est relativement peu méchant que ça défigure son personnage, parce que dans le film c'est un antagoniste. C'est pas les mêmes Mike puisque c'est pas le même univers et pas la même timeline. Donc s'il vous plaît, retenez-le parce que c'est vraiment fatigant, surtout si vous refaites la même critique pour le troisième film FNAF. Donc s'il vous plaît, retenez-le une bonne fois pour toutes, les jeux et les films ne sont pas dans la même histoire, ce n'est pas le même lore, c'est un univers différent. Troisième critique, la scène de fin We Are FNAF gâche l'entièreté du film. J'ai l'impression qu'on est revenu sur le drama avec la scène du fort dans le premier film. Alors déjà, peut-être que vous ne le savez pas tous, mais pour ceux qui connaissent très bien FNAF, vous savez très bien que la scène de fin, c'est une référence au roman FNAF The Twisted One. En effet, à la fin du roman The Twisted One, on a les animatroniques originaux, donc Freddy, Bonnie, etc., qui attaquent leur modèle Twisted pour protéger les protagonistes, qui dans le roman sont différents. Dans les romans, c'est Charlotte la protagoniste, mais en gros, c'est une référence. Donc c'est très loin de gâcher le film FNAF, c'est inspiré de Twisted One, et surtout, ça permet de mettre beaucoup de choses en contexte pour le troisième film. Les animatroniques originaux sont désactivés et donc les âmes sont apaisées, et ne peuvent plus retenir William Afton dans son costume de la pizzeria, et il peut donc se réveiller. Quatrième critique, le scénario est mauvais et ne suit aucune logique. Alors là, je suis un peu d'accord en partie avec cette critique, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de nouveaux éléments, de nouveaux personnages et de nouvelles intrigues qui sont rajoutés
sans pour autant conclure celle qui avait été ajoutée dans le premier film à la base. Au contraire, on se retrouve avec une situation où le deuxième film FNAF rajoute encore plus de mystères qu'il va falloir tous élucider dans le troisième film FNAF, sans quoi on aura énormément de problèmes puisqu'on aura énormément d'intrigues qui n'auront pas de réponse, et ça, pour un scénario qui se base sur une série de jeux avec énormément de mystères, malheureusement, ça risque de ne pas passer du tout du côté des fans, et ça ne passera pas non plus de mon côté. Mais de là à dire que le scénario entier du film est mauvais et ne suit aucune logique, non, il y a quand même pas mal de bonnes idées. Cinquième et avant-dernière critique, on ne voit pas assez les wizards animatroniques, et en réalité je vais même étendre ça à on ne voit pas assez les animatroniques tout court. Et sachez-le, oui, c'est la seule critique avec laquelle je vais être d'accord avec la communauté. Les animatroniques ne sont clairement pas assez exploités dans ce deuxième film. On revoit les modèles classiques que pendant la scène de fin. Ce qu'on voit le plus, c'est les modèles Toy effectivement, mais c'est clairement pas ceux avec le meilleur design. Mangle est très peu utilisé, mais à la limite pour Mangle, je peux le comprendre parce que ça devait être une galère de tourner des scènes avec elle. Il faut savoir qu'il fallait 10 personnes en même temps pour contrôler Mangle qui était un animatronique. Par contre, pour les Wizards qui sont des costumes, à part Foxy, il n'y avait clairement aucune excuse, et ils apparaissent beaucoup trop peu de temps dans le film. Il y a des membres de la commu qui se sont amusés à calculer, les Wizards animatroniques n'apparaissent que maximum 3 minutes dans le film, et je crois même qu'il y en a un comme Wizard Bonnie, on le voit que quand il se réveille et quand il passe par la ventilation. Donc Wizard Bonnie, je crois, il a 20 secondes de temps d'écran dans le film. C'est beaucoup trop peu quand on sait à quel point leur design est réussi, et à quel point c'est ceux qui ont le meilleur potentiel horrifique de tout le film. Et c'est pareil pour la puppette malheureusement, on voit beaucoup plus la puppette lorsqu'elle est à l'intérieur du corps de quelqu'un que quand elle est sous sa forme marionnette, et je me doute que ça devait aussi être une tannée de la faire bouger avec des fils etc pour donner l'impression qu'elle flotte, mais il y avait aussi un gros potentiel avec la marionnette niveau horreur, une marionnette qui se déplace de manière un petit peu étrange et non conventionnelle parce qu'elle est guidée par des fils, ça avait un très très gros potentiel horrifique, et malheureusement, elle est beaucoup plus utilisée comme une entité qui possède plutôt que vraiment sous sa forme d'animatronique. Sixième et dernière critique, les gens ont beaucoup critiqué le fait que Mangle soit en CGI sur le toit de la voiture de Vanessa alors qu'elle a été réalisée entièrement en animatronique. Sauf que cette critique, c'est complètement faux si vous avez regardé les images behind the scene. En effet, cette scène n'a pas été tournée en CGI. Vanessa est vraiment dans une voiture, et sur le toit de cette voiture, il y a le vrai animatronique de Mangle. C'est juste que c'est tourné sur fond vert, donc la route autour n'existe pas, c'est rajouté au montage et la voiture ne roule pas vraiment. Par contre, Mangle n'est pas en CGI. C'est le fond qui est en CGI via un fond vert. Voilà ce qui conclut toute cette grosse partie sur les critiques du film. On peut maintenant passer à mes théories pour ce qui pourrait potentiellement se produire dans le troisième film. Laissez-moi vous présenter toutes mes théories sur les événements qui pourraient possiblement arriver lors du troisième et normalement dernier film FNAF. Premièrement, Circus Baby. Je ne pense pas que Circus Baby est juste dans le film pour un caméo de 10 secondes. Un animatronique de 2 mètres et de plus de 200 kg qui a sûrement coûté plusieurs milliers d'euros ne peut pas être utilisé juste pour une petite référence. On voit ses yeux s'allumer et se tourner vers Vanessa, ce qui prouve qu'elle est animée par quelque chose, car un robot classique n'est pas programmé pour se comporter de cette manière et surtout s'allumer tout seul. Il est donc fortement possible que Baby soit déjà possédé à cette période, et possiblement par Garrett selon moi. Après tout, il est pas mal oublié dans ce deuxième film, mais pourtant il est le point central de l'histoire du premier. Il est forcément quelque part. Je ne vois pas pourquoi ce serait la seule victime de William qui n'ente aucun animatronique, et pour moi, vu que Garrett n'a pas été tué dans une pizzeria, William n'avait pas d'autre choix que de le mettre dans l'un des animatroniques qu'il avait à sa disposition directement chez lui, ce qui fait que pour moi, Circus Baby est la meilleure candidate pour être possédée par Garrett. Maintenant, pour ce qui est des antagonistes qui seront présents dans le troisième film FNAF. Déjà, nous avons le joli trio de la famille Afton, avec Vanessa Afton qui, certes, est possédée par Charlotte, mais ça reste l'enveloppe corporelle de Vanessa, William Afton qui est dans Springtrap et qui maintenant a pu se réveiller depuis que les enfants ne le retiennent plus prisonnier de la pizzeria, et enfin, Michael Afton qui s'est échappé à la fin du film. Bien évidemment, je pense que Vanessa ne sera pas possédée par la puppette durant tout le film, donc nous avons également Charlotte Emily dans le corps de la puppette, en espérant que nous aurons plus de scènes avec la puppette sous sa forme marionnette plutôt que juste dans le corps de Vanessa. Pour ce qui est des autres animatroniques, les toys animatroniques ont été détruits et les modèles classiques ont été désactivés, mais il reste toujours les modèles Wizard dans la deuxième pizzeria. En effet, dans la scène post-crédit, nous apprenons que c'est seulement la pizzeria du premier film qui va être détruite et pas celle du deuxième. Les Wizards sont toujours
toujours dans la deuxième pizzeria du coup. Ils sont intacts, ils n'ont pas été détruits, mais ils sont juste désactivés. Et sachant que la marionnette a la possibilité de les activer à distance comme elle le fait dans le deuxième film, ce n'est pas impossible qu'elle réactive à nouveau les Wizards et qu'ils apparaissent donc dans le troisième film FNAF. Henry Emily sera de retour dans le troisième film, déjà car je pense qu'on le reverra dans des scènes flashback de l'époque où il travaillait avec William Afton, mais surtout, je ne pense pas qu'il meure à la fin de son appel post-crédit. Je pense effectivement qu'il se fait attaquer, mais que d'une manière ou d'une autre, il arrive à survivre. Mais par contre, je pense qu'il mourra effectivement dans le troisième film. J'avais pensé à une scène dans laquelle il se sacrifie pour se débarrasser de la puppet, et en réussissant à apaiser sa fille et se débarrasser de la puppet, il meurt dans le processus et donc il partira en paix avec sa fille également. Sister Location sera peut-être introduit d'une manière ou d'une autre dans le troisième film. La présence de Circus Baby notamment m'y fait un petit peu penser. D'ailleurs, il est possible que le troisième film FNAF soit en réalité une sorte de mix entre FNAF 3, Sister Location et Pizzeria Simulator, avec une possible présence de Lefty pour tenter de contenir la puppet. C'est en tout cas une théorie que j'ai beaucoup vu circuler en ligne. Concernant la scène d'intro du troisième film, pour moi ça pourrait être intéressant que ce soit Springtrap tuant les 3 hommes que l'on voit emporter des éléments de la pizzeria pour leur attraction style maison hantée dans la scène post-crédit. Cela nous confirme bien que le troisième film FNAF se passera, ou en tout cas une partie du film, se passera dans un bâtiment style maison hantée style Fazbear Fright, avec Springtrap à l'intérieur. Pour moi, ce serait le meilleur moyen via cette scène d'intro de montrer à quel point Springtrap est une menace, à quel point il est dangereux et à quel point il va être très difficile à vaincre. Et enfin, ma dernière théorie. Car en effet, malgré l'introduction de Circus Baby, je ne pensais pas à la base qu'il y aurait plus que 3 films FNAF. Je pensais que Scott s'arrêterait à la trilogie qu'il avait signée avec Blumhouse à la base. Sauf que quelques temps après la sortie du deuxième film, Scott a indiqué le contraire dans le chat d'un live de charité de Dawko. J'en ai d'ailleurs parlé sur TikTok et sur ma chaîne YouTube Light Shorts. En effet, même si le contrat de Scott est toujours un contrat pour 3 films et qu'il n'a rien signé de supplémentaire, Scott souhaiterait réaliser un film sur Sister Location si le troisième film marche tout autant que les 2 premiers, bien évidemment. A voir du coup comment la situation évoluera au fil des années, puisque de toute manière le film FNAF 3 n'est pas prévu pour 2026. En conclusion, nous sommes sur une situation plutôt similaire au premier film FNAF. Un avis très partagé et très divisé de la communauté, un lynchage médiatique par la presse, et malgré tout, un énorme succès encore une fois au box-office. Le film possède bien évidemment des défauts et des qualités tout comme le premier, il n'est pas parfait mais il y a quand même énormément de points d'amélioration, que ce soit au niveau de l'horreur et de l'ambiance horrifique, ou même au niveau du design des animatroniques et des costumes. Un film que j'ai beaucoup apprécié tout comme le premier, même si ce second opus reste largement meilleur que le précédent. Plus qu'à attendre maintenant de voir ce que le troisième film FNAF nous proposera et si certaines de mes théories se confirmeront. Et bien évidemment pour vous tenir au courant de toutes les news par rapport au troisième film FNAF, date de tournage, images de tournage, scénario, trailer, etc., date de sortie dans les différents pays, restrictions d'âge, n'hésitez pas à me suivre soit sur mon compte TikTok, soit sur ma chaîne YouTube secondaire qui a plus d'abonnés que la chaîne principale, Light Shorts, puisque c'est là-dessus qu'il y aura toutes les vidéos actu film FNAF 3. Et c'est là-dessus que se termine cette grosse vidéo bilan, analyse du deuxième film FNAF. Je vous en avais promis une tout comme le premier et je peux d'avance vous promettre qu'il y aura la même vidéo lorsque le troisième film FNAF sortira bien évidemment. Mais c'est clairement pas pour tout de suite, il est prévu pour 2027. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous en remercie énormément, c'est un très gros soutien pour un petit youtubeur comme moi et si vous voulez me soutenir encore plus, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à donner votre avis sur le film en la commentant et bien évidemment, si vous me découvrez avec cette vidéo, à vous abonner, je fais beaucoup de contenu FNAF et horreur en général, et pareil, ça me soutient énormément, ça prouve à YouTube que mon contenu vous intéresse et qu'il plaît à beaucoup. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes autres réseaux, tous les liens sont dans la description, mon compte TikTok, ma chaîne YouTube secondaire, mon compte Instagram, et bien évidemment le serveur Discord, le bureau des théoriciens qui a été créé spécialement pour la communauté de ma chaîne. Pour ce qui est de la prochaine vidéo, je ne suis pas encore réellement en capacité de vous dire ce que c'est, même si ce serait possiblement une vidéo un petit peu analyse de la grosse vidéo de Feldup, son gros findings de 4 heures sur FNAF, mais encore une fois pour l'instant je vous promets rien, et j'en profite pour m'excuser un petit peu du temps qu'a mis cette vidéo à sortir, elle devait sortir beaucoup plus tôt à la base, mais comme vous pouvez le constater, c'est plus le même micro que dans la précédente vidéo, et en réalité, mon micro est mort alors que j'étais en train de tourner cette vidéo, du coup j'ai dû jeter littéralement tous les fichiers audio qui étaient corrompus, m'acheter un nouveau micro et recaler des dates pour tourner, donc cette vidéo sort beaucoup plus tard que prévu, mais maintenant que le micro est changé, c'est un problème qui est réglé, donc les prochaines vidéos n'auront normalement
plus de problèmes de délai rallongé inutilement. Merci de m'avoir écouté, c'était Light, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou sur mes autres réseaux. D'ici là, portez-vous bien, ciao.